que vous pourriez nous parler un peu de la feuille de route et du projet stratégique en fait, Ouais. de vos services pour les années à venir? Du coup, la feuille de route se base sur deux grands piliers, la résilience du système alimentaire et la justice alimentaire. Si je parle du premier pilier, l'idée est de voir comment on peut développer l'ensemble de la chaîne de valeur autour de l'alimentation et de la production agricole, qui part du foncier. Aujourd'hui, par exemple, la métropole, c'est environ 24 000 hectares d'espaces naturels et agricoles sur la métropole, dont 12 000 hectares dédiés à l'agriculture. Sur une superficie tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui est de 55 000 hectares au total sur la métropole. Donc 55 000 hectares, 12 000 hectares pour l'agriculture. En parallèle de ça, des chiffres clés aussi à avoir en tête, c'est que suite à un diagnostic qu'on a pu faire ces présentes années, on s'est rendu compte que la métropole de Lyon avait 5% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire 95% de ce qui est produit à Lyon part à l'extérieur de Lyon pour alimenter d'autres marchés. Nationaux ou internationaux, et les grands Lyonnaises et les grands Lyonnais vont consommer 95% de ce qu'ils consomment vient de l'extérieur de la métropole. Et donc quelque part, ça met en insécurité finalement, et on le voit par les contextes de pandémie et d'autres chocs à venir qui peuvent être climatiques, migratoires, politiques, etc. Ça met une insécurité sur la métropole, et renforcer cette résilience, c'est agir déjà dans la sécurisation du foncier. C'est comment on a de plus, voilà, il y a un petit badge ici qui veut dire nous voulons des paysans. Nous voulons des paysans sur la métropole pour produire de l'alimentation de proximité. Donc comment on remet du foncier disponible pour ces agriculteurs. Ensuite, comment, quand on a le foncier, on appuie l'installation de nouveaux agriculteurs sur ces terres agricoles. Pour ça, il y a plusieurs façons, soit d'aider un modèle d'exploitation classique d'entrepreneuriat agricole, soit de développer, d'innover sur d'autres formes d'agriculture, et en particulier l'agriculture en coopérative. Je crois que vous avez vu Grappe il n'y a pas très longtemps, en tout cas avec qui on travaille sur la notion de mettre en place une coopérative d'activité agricole, ou alors même que la collectivité s'empare de ce sujet et finalement maîtrise une partie de cette chaîne de valeur en devenant nous-mêmes des producteurs agricoles. Et là, c'est le projet qu'on mènera dans ce mandat de création d'une régie agricole métropolitaine, donc sur des surfaces agricoles métropolitaines pour produire ce dont on a besoin pour alimenter les Grands Lyonnaises et les Grands Lyonnais. Et puis, une fois qu'on a produit, bien souvent, avoir des pommes de terre et des carottes, c'est très intéressant, mais avoir des produits à minima transformés, c'est aussi potentiellement intéressant pour nos consommateurs. Et donc là, c'est comment on initie le mouvement, on développe économiquement une filière en recréant des outils de transformation, légumerie, conserverie, des moulins, etc. Et donc ça aussi, c'est une capacité d'une collectivité d'appuyer le développement de ce type d'outils, voire même de participer à la création de ce type d'outils, et donc finalement de renforcer cette résilience dont je parlais tout à l'heure. Et puis je vais laisser peut-être parler, parce que du coup, la suite, c'est comment on arrive dans les villes et les circuits logistiques et de distribution, quoi. Tout à fait. Effectivement, la ville de Lyon, en termes de production, ne pourra rien faire. Il nous reste un paysan, voilà, 6 hectares de zone agricole sur l'ensemble de Lyon. Donc, et les terres sont très polluées parce que Lyon, historiquement, est aussi un bassin industriel. Donc, ce serait pas possible, en fait, de nourrir Lyon dans intramuros. Donc, on a besoin de cette ceinture verte et on a besoin de cette volonté forte d'autres collectivités politiquement pour asseoir un bassin de nourricier pour la ville et cette zone urbaine. En revanche, il y a quand même, simplement sur la transmission et la transition, il y a des gens aujourd'hui urbains qui ont envie de revenir à la terre. Et la ville de Lyon, là-dessus, sera aussi motrice pour faire en sorte que ces urbains, via des procédés de transition et d'apprentissage, puissent aller au champ demain métropolitain, on l'espère. Et après, par contre, effectivement, Lyon a une responsabilité à jouer en tant que logisticienne de l'alimentation au sein de la ville. Là, le projet que nous, on porte, c'est une vraie halle alimentaire qui soit un carrefour de toute cette production qui sera transformée, suite après en distribution dans la ville, en semi-gros, avec des contrats de réciprocité pour, encore une fois, avoir une filière qui se transforme et qui s'oriente vers du bio, vers du local. En gros, on dira, vous accédez à la halle, qui derrière a un marché. Le marché, ce sera les restaurateurs, ce sera aussi la cantine scolaire, ça pourra être des épiceries. Et en échange, on vous garantit un prix, mais vous vous transformez, vous passez en bio.
Et cette EAL sera en plus avec une logistique urbaine du dernier kilomètre, puisque demain la voiture en ville, ce n'est pas l'avenir, et du coup il faudra passer à des modes doux. Et donc cette EAL sera aussi la transmission du dernier kilomètre en mode doux. Et puis après il y a la consommation, j'en ai un peu discuté, mais effectivement le levier de la commande publique est un levier important. La favorisation des producteurs, des productrices sur les marchés alimentaires, c'est ce que l'on va également mettre en place avec des labels pour qu'ils puissent revenir sur le territoire. Et du coup, je peux faire le lien avec la justice sociale et la justice alimentaire, le droit à l'alimentation. Aujourd'hui, on se rend compte que cette consommation-là de produits de qualité n'est pas homogène sur tout le territoire. Il y a des zones où on est en désert ou en stress alimentaire à ce niveau-là. Et donc notre but au niveau des marchés alimentaires, c'est aussi de les réorienter et les homogénéiser pour que tous les Lyonnais et toutes les Lyonnaises puissent avoir accès en fait, à cette alimentation de qualité que l'on défend. Est-ce que vous pourriez préciser votre vision de cette notion de la justice alimentaire ? Ouais. En fait, la plus facile, l'illustration la plus simple, c'est le cas de confinement qu'on a vécu au printemps. Et en fait, le constat que sur certaines zones au sein d'une ville comme Lyon et d'une métropole comme Lyon, on avait des zones où les gens avaient de la difficulté à s'approvisionner en aliments, je dirais en aliments sains et durables, quoi. Et donc, l'idée derrière la justice alimentaire, c'est de se dire que tout le monde a le droit à une accessibilité à ces produits sains et durables. Et pour ça, il faut mettre en place les outils qui permettent de s'approvisionner, donc des épiceries de proximité et des épiceries sociales et solidaires, avec l'accès à des publics qui sont parfois n'ont pas le pouvoir d'achat pour aller vers ce type de produits. Et puis derrière le côté approvisionnement, après l'approvisionnement, il y a surtout une notion de pédagogie, de culture, de rendre accessibles ces produits. C'est aussi montrer que c'est bon pour la santé, que c'est très bon aussi gustativement, que nutritivement, ça apporte beaucoup de choses aussi à la famille. Et donc derrière, on a mis en place quelques actions qu'on souhaiterait densifier. Une des premières actions, c'est par exemple le défi famille à alimentation positive, où il y a à peu près 800 familles sur la métropole qui ont déjà bénéficié de ce dispositif, qui amène en fait les personnes à se lancer un défi, c'est de s'alimenter pendant une période, en grande partie avec des produits locaux et des produits bio. Et derrière, c'est de leur montrer que c'est possible et donc de leur ramener ces possibilités-là et de les aider à passer aussi à la cuisine de ces produits. Donc comment on arrive aussi à aider les gens à cuisiner ces produits et à se rendre compte qu'en fait, c'est facile, c'est bon et les gens redemandent en fait. Et donc ça, on est en train de le mener. On l'a orienté en début d'année là sur... en disant que ce défi avait encore plus de sens sur les quartiers où il y avait une culture d'alimentation qui n'était pas forcément liée à la production locale et durable. Donc on a orienté ce dispositif récemment. Un autre dispositif qui est connu en France, c'est les AMAP, l'association de maintien de l'agriculture paysanne, où des gens s'engagent auprès de paysans d'acheter toutes les semaines un panier de légumes à un prix qui est fixé par le paysan et un prix qui est un prix direct, c'est-à-dire le paysan n'a pas d'intermédiaire, là il passe directement avec les consommateurs finaux. Et donc même chose, la collectivité appuie à la constitution de ces groupements d'acheteurs en fait, pour permettre à des producteurs d'écouler leur production en direct auprès d'habitants de la métropole. Après, je te laisse continuer, mais il y a aussi la notion de jardin partagé. Voilà. Effectivement, je crois que Jérémy a bien résumé la justice alimentaire, le droit à l'alimentation. C'est de rendre accessible l'alimentation sur les territoires financièrement, parce qu'il y a un enjeu de porte-monnaie quand même, mais également lever tous les freins qui aujourd'hui sont en place sur la cuisine et le retour à des produits bruts, les cuisiner, les trouver, les acheter, les préparer, etc. Sur la ville de Lyon, là-dessus, nous on a des jardins partagés, il y a pratiquement presque 10 hectares aujourd'hui de jardins partagés, de jardins ouvriers. Et le but c'est ça aussi, de faire revenir les gens à la terre. Aujourd'hui on a une population qui est excessivement urbaine, qui est hors sol, qui achète des produits transformés, et il y a un enjeu sanitaire derrière. Et du coup de les faire revenir sur ces produits-là via la culture, via ces jardins partagés. C'est aussi l'objectif de leur faire prendre conscience qu'un produit, ça pousse dans la terre, ça se transforme, et c'est bon à la santé, et c'est source de joie, en fait, après, de partage.
parce que dans l'alimentation, il y a aussi cette grosse dimension-là. Bon, on est à Lyon, donc c'est facile de le dire, mais il y a autour de la cuisine quelque chose d'assez fort et d'assez charnel finalement. D'ailleurs, derrière la notion de gastronomie française, en fait, on associe souvent les grands chefs, Oui. les Bocuse. Alors certes, ils font partie de l'identité culturelle et de ce qu'on met derrière la gastronomie française, mais selon l'UNESCO, la gastronomie française est classée au patrimoine de l'UNESCO, mais ce qui est classé aussi derrière ça, c'est le lien social. C'est-à-dire c'est la convivialité qu'on met autour du repas. Et elle a une grande importance dans la définition de ce qu'on met derrière gastronomie française. Et quelque part, si on arrivait à reconnecter quelque part le terme gastronomie à la justice alimentaire, finalement, on aurait quasiment bouclé la boucle en remettant la gastronomie au cœur même des familles et de la vie sociale sur le territoire. Et on l'a bien senti pendant le confinement, ce lien social qui est rompu, notamment dû au repas qui n'est plus partagé. Il est excessivement fort et c'est effectivement vrai, c'est le repas français vraiment avec ce lien de partage entre amis, avec la famille et avec la nature d'ailleurs, hein, qui est classé à l'UNESCO. La définition est assez explicite. Pour ajouter à la justice alimentaire, à Lyon, on va s'appuyer sur la monnaie locale que l'on va redistribuer à la population qui est plus précaire, pour qu'elle puisse avoir accès à ces produits-là. Notamment, on va travailler avec les AMAP pour que les AMAP acceptent la monnaie locale, avec des producteurs sur les marchés pour qu'ils l'acceptent également et qu'ils puissent de nouveau être présents sur certains marchés où il n'y était plus, via les épiceries sociales et solidaires, pour qu'en fait on retourne vers du produit brut, vraiment. Et pas que ce soit, j'allais dire, un chèque qui peut être après reconsommé en grande surface, mais vraiment qu'on flèche cette aide-là vers des produits de qualité et accompagnés après avec des dispositifs comme Famille Alimentation Positive ou comme la légumerie qui accompagne dans la cuisine et la transformation. Ici, pour prendre aussi de la hauteur, parce qu'on peut rentrer très dans des actions très opérationnelles, mais en fait, si on reprend le thème de l'alimentation, en fait, la pyramide de Maslow, par exemple, c'est l'élémentaire, c'est se nourrir pour survivre, quoi. Mais je dirais, l'alimentation, elle se trouve à la fois en bas de la pyramide et tout en haut de la pyramide, parce que c'est aussi autour de l'alimentation qu'on fait société, qu'on crée la société dans laquelle on souhaite vivre. Et finalement, elle a des liens assez forts sur le type d'économie qu'on veut développer, le type de production qu'on veut développer, le type d'alimentation, d'urbanisme, de lien social qu'on souhaite inventer. Donc quelque part, derrière l'alimentation, c'est plutôt sexy de se dire que demain, c'est l'alimentation qui peut-être permettra de retisser du lien social, quoi. Alors justement, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu l'articulation de la vision politique qui se construit, qui est en construction là, avec le travail de changement d'échelle que portent les acteurs innovants depuis une dizaine d'années sur cette question de l'alimentation durable du territoire? En fait, tout est dit dans votre question. On avait sur Lyon et sur la métropole un terreau très fertile où des acteurs ont planté des graines. Et notre rôle demain, en tant que politique et collectivité, à chaque échelon, ça va être de changer d'échelle, de faire germer ces graines et de de structurer une réelle vision de l'alimentation et de l'agriculture, du système alimentaire, du droit à l'alimentation, à une échelle très différente et qui soit impactante pour 2020, 2030, 2050. Voilà. À rajouter que ce n'est pas la ville, ce n'est pas la métropole qui pourra le faire toute seule et il faudra aller aussi discuter avec des acteurs au-delà de ce périmètre. On s'est fixé pour autonomie alimentaire 50 km autour de la ville ou de la métropole. Ça impacte du coup d'aller voir aussi des territoires agricoles autour qui appartiennent aujourd'hui à la région, à d'autres collectivités. Et notre rôle, ça va être aussi de les convaincre de l'importance de l'alimentation qui structure nos vies en fait. Et il y a vraiment une notion de coopération juste et équilibrée. L'idée n'est pas d'être une métropole prédatrice, mais d'être une métropole qui imagine son développement dans un contexte ou dans un cadre, un périmètre plus large que sa frontière administrative. Et donc ces 50 km-là, l'idée c'est aussi que les territoires voisins bénéficient finalement de cette politique, entre guillemets, de la métropole. Donc voilà. Et reste à créer ces scènes de dialogue et ce développement exogène, quelque part,
avec les territoires voisins. Traditionnellement, les questions de l'alimentation, de l'agriculture sont peu appréhendées par les villes et les métropoles. Au niveau de la ville et de la métropole de Lyon, qu'est-ce qui a correspondu à prendre en charge ces problématiques et comment ça se concrétise en termes de dispositifs, d'actions? Alors, vous dites traditionnellement, c'est vrai à date. En fait, ça n'a pas toujours été vrai. À l'époque, avant le maire, c'était le consul, et c'était le consul qui était en charge de la sécurité alimentaire des villes. Et d'ailleurs, la police a été créée, notamment police municipale a été créée pour protéger les révoltes qu'il pouvait y avoir en cas de pénurie. Et on a encore des exemples dans les bâtiments à Lyon d'anciens greniers d'abondance ou d'anciens lieux de transformation qui, effectivement, aujourd'hui se sont complètement perdus. Malgré tout, on a encore un levier fort sur la consommation en tant que ville qui mange. Et ça, au travers de la commande publique, de la cuisine centrale et de la restauration collective, où on peut influencer sur l'alimentation et sur la direction qu'on a envie de donner au secteur alimentaire et tout au système alimentaire. Et on a également les marchés de plein vent, donc les marchés alimentaires. Il faut savoir qu'à Lyon, il y en a plus de 80 par semaine. Il y en a plus qu'à Paris. Donc c'est très important, et en période de Covid, là, c'est très stratégique de les maintenir ouverts parce que ça représente plus de 10% du budget d'un Lyonnais ou d'une Lyonnaise moyenne pour sa consommation d'alimentation sur la ville. Donc on a des leviers plus directement en compétences, mais malgré tout, on peut influencer sur la politique alimentaire et sur tout le réseau, en fait, tout le système alimentaire. Oui, pour compléter, la collectivité peut avoir un vrai effet de levier structurant sur la filière alimentation et la filière de production agricole à travers les aides qu'elle peut apporter à travers sa politique, mais aussi à travers sa commande publique. Gauthier vient d'en parler. Et la métropole, par exemple, à travers ses collèges, c'est à peu près 24 000 repas quotidiens qui sont servis aux collégiens. Ça représente 2,8 millions de repas annuels complets servis dans les cantines des différents collèges. Et à travers cette commande publique, c'est déjà un moyen, si la commande est réfléchie sur la production locale en particulier, et sur la production saine et durable, on peut avoir un effet de levier sur la ville de Lyon, tu ne l'as pas dit, mais c'est 28 000 repas, je crois, quotidiennement qui sont produits. Donc quand vous mutualisez cette commande publique, vous commencez à avoir un vrai effet de structuration. Et je dirais, on parlait du passé et l'avenir aujourd'hui, l'ambition qu'on souhaite donner, c'est vraiment d'avoir une feuille de route qui s'appuie sur deux grands piliers. En tous les cas, l'un pilier, c'est la résilience du système alimentaire de la métropole, et l'autre pilier, c'est la justice.